Bonjour à toutes, à tous, bonjour à tout le monde. Vous le savez, je suis prof. Et j'ai fait un truc marrant en cours l'autre jour. Bon, pas hilarant, mais marrant. J'ai demandé à mes étudiants de nommer l'homme le plus beau du monde en 2023. Le cours portait sur Keynes, le grand économiste britannique. Et oui, il y a un rapport avec Keynes, je vous assure, et avec notre sujet aussi. Je m'appelle David Duhamel, j'enseigne à Sciences Po et à l'ILERI. Dans cet épisode, je vais parler de cette planète qui fait moins d'enfants, certes, vous le savez maintenant, mais qui, en plus, vieillit, tout en restant jeune. Restez, ça vaut le coup. Revenons à mon concours de beauté. Alors, qui est le plus beau ? Une trentaine d'étudiants, la plupart étrangers, me donnèrent une vingtaine de noms d'hommes, une liste classique de stars internationales. Et aucun nom ne rassemblait plus de 2 voix. Et puis, je leur ai demandé de recommencer, mais cette fois de voter, non pas pour l'homme qu'ils trouvent le plus beau, mais pour l'homme qui, selon eux, va recevoir le plus de voix. Le but étant de répondre comme les autres, sachant que eux aussi essayent de répondre comme vous. C'est donc un exercice de convergence. L'idée est de savoir s'il existe une incarnation de la beauté conventionnelle. Eh bien, ça n'a pas manqué. Presque 50% des voix se sont portées sur... Ah, une seconde. Prenez le temps, réfléchissez, vous allez trouver. Je vous aide un peu. What's in the box? What's in the box? Bon bah là vous avez trouvé forcément. Vous avez reconnu Seven. Brad Pitt, 60 ans cette année. Je demande à des jeunes de 20 ans quel est l'homme le plus beau et ils me répondent un homme de 60 ans. Quelle parfaite illustration pour mon podcast sur la vieillesse. Comment mieux raconter un monde avec de plus en plus de vieux, eux-mêmes de plus en plus jeunes. Brad Pitt sera notre guide dans cette histoire. Et attention, pas le Brad Pitt torse nu irrésistible et torride de Thelma et Louise en 91, mais le Brad Pitt torse nu irrésistible et torride de Once Upon a Time in Hollywood de 2019. Au passage, ce jeu s'appelle un concours de beauté keynésien, la recherche de la convergence. C'est très sérieux. Je ne raconte pas n'importe quoi dans mes cours. Ni ici d'ailleurs. Et pour info, dans ce podcast, je dis beaucoup vieux. Mais c'est une facilité de langage, c'est pas péjoratif ou laudateur. On se mette d'accord là-dessus. Bon, le monde vieillit. Par exemple, en 1950, il y avait 3 enfants de moins de 5 ans pour un vieux. Et un siècle plus tard, en 2050, demain matin donc, il y aura 3 vieux pour un petit. On a complètement renversé les masses. Mais de quoi vieux est-il le nom ? Que désigne ce label dont personne ne veut ? Les plus de 65 ans ? Plus de 80 ? Les centenaires ? Est-ce la même chose ? Évidemment, non, c'est pas la même chose. D'où mon titre fulgurant, un monde vieux de plus en plus jeune, car personne n'est d'accord sur ce que vieux veut dire. Historiquement, Bismarck inventa le premier système de retraite et fixa l'âge de départ à 65 ans. L'histoire raconte qu'il s'était d'abord assuré que presque personne ne vivait assez vieux pour en bénéficier. L'espérance de vie allemande tournant autour de 40 ans à l'époque. Mais dire que l'espérance de vie était de 40 ans, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de vieux. Cela veut dire que la mortalité infantile était haute. Qu'être un bébé en Europe au XIXe siècle était à peine moins dangereux qu'être un poilu à Verdun. Donc oui, il y avait des vieux en Allemagne au XIXe, mais pas beaucoup. En France, le père de la démographie moderne, Alfred Sauvy, fixe la vieillesse à 60 ans, avant de la réviser à 65 ans dans les années 80. Je crois qu'on pourrait la repousser à 70, voire à 75 ans. Par exemple, ma mère, dont je ne parle pas assez, a aujourd'hui 75 ans et l'air infiniment plus jeune que mon grand-père lorsqu'il avait le même âge. Pour la petite histoire, j'ai eu 3 grands-pères. Le premier est mort à 47 ans, le second à 54 et le troisième à 75. Autrement dit, à 75 ans, ma mère aurait pu péter la gueule de mes 3 grands-pères réunis ensemble au même âge. Ma mère est redoutable. Bref, la vieillesse est un concept fluide. Admettons que 65 ans soit la ligne de démarcation. Alors vous le savez, j'adore le Japon. Pour lui-même bien sûr, mais aussi pour ce qu'il dit de notre futur. Car le Japon, c'est peut-être nous dans 30 ans. Et au Japon, pays le plus vieux du monde, la moitié de la population a plus de 49 ans, on appelle ça l'âge médian, et en France c'est 42. Et les Japonais de plus de 65 ans représentent 30% de la population, et en France 22%. Donc le vieillissement japonais est bien plus prononcé que le vieillissement français.
Et ce vieillissement a des côtés sympathiques. Par exemple, ils ont ouvert un nouveau championnat de foot pour les plus de 80 ans. Alors, ce sont des mi-temps de 2 fois 15 minutes, et souvent les joueurs n'arrivent pas à tenir une mi-temps, et le plus vieux a 93 ans. Mais c'est sympa, vieillissement rime avec joie. Et je vous avoue que parfois, je me dis, je dois faire des faux papiers et devenir le meilleur buteur de leur championnat. Sauf qu'après, je me rappelle que je suis nul au foot. Donc je vais attendre qu'ils ouvrent une ligue des plus de 90 ans. Parfois, c'est moins gai. Et le vocabulaire manque pour décrire les penchants tragiques d'une société vieille. Et c'est au Japon qu'on trouve les mots les plus délicieux, comme toujours. Comme kodokushi, pour désigner les vieux dont on retrouve le cadavre, des jours, voire des semaines après leur mort, parce qu'ils vivaient seuls. Il y a 30 000 kodokushi par an au Japon, presque 100 par jour. Ou, mon préféré, rogai, qui désigne l'agacement qui saisit les jeunes quand un vieux galère devant eux. Vous savez bien quand la petite vieille à la caisse devant vous insiste pour payer en chèque. Ou plus sûrement quand mes enfants m'expliquent comment faire un truc sur mon téléphone. Je vois bien que je les rends fous. Rougaille sa mère, disent-ils. On est tous le vieux de quelqu'un. Alors le vieillissement est en pente bien plus douce en France qu'en Asie riche ou qu'en Europe du Sud et en Allemagne. Et c'est intéressant de se demander comment le Japon gère son surplus de vieux. Eh bien, en les faisant travailler le plus longtemps possible. J'y viens dans un instant. Mais je voudrais dire un truc dont on ne parle pas, ou pas assez. Le vieillissement, c'est moins un problème pour les pays riches comme le Japon que pour les pays émergents comme la Chine, ceux qui seront vieux avant d'être riches. Et pour changer, et pour pas parler de la Chine tout le temps, je vais prendre un autre cas, l'Iran. Oui, c'est rare qu'on parle de l'Iran. En 1986, les Iraniennes ont encore 6 enfants en moyenne. Et 10 ans plus tard, on est tombé à 3 enfants. De 6 à 3, les Européens ont mis un siècle à faire ce chemin et l'Iran l'a fait en 10 ans. C'est incroyable. Surtout si on considère l'Iran super religieux et conservateur. Donc le vieillissement iranien, c'est pour dans 30 ans. Mais ça va être une tuerie. Et ce qui est vrai de l'Iran, c'est vrai d'un paquet de pays, ni riches ni pauvres. La Thaïlande, le Vietnam, le Bangladesh, la Chine, la Tunisie, toute l'Amérique latine, tout ça bouge à une vitesse fulgurante. Alors ces pays ne sont pas encore vieux, mais le problème à venir du vieillissement sera pour eux d'une toute autre ampleur. Donc, la France vieillit, certes, mais bien moins vite que les autres. On pourrait presque dire que nous rajeunissons relativement aux autres, un peu comme Brad Pitt. Je vous laisse y réfléchir. Et puis, une autre façon de définir la vieillesse serait non pas de partir de sa date de naissance, mais de sa date de mort. Dire que l'on n'est pas vieux 65 ans après la naissance, mais plutôt 15 ans avant la mort. Bon, je sais ce que vous pensez. Vous allez me dire que c'est plus facile de repérer sa date de naissance que sa date de mort. Oui, au niveau individuel, c'est vrai. Mais collectivement, on a de bonnes statistiques. À 65 ans, un homme aujourd'hui en France a 19 ans à vivre et une femme 23. Toujours en moyenne, bien sûr. Et ça nous permettrait de changer notre regard sur les 65-75 ans. Un groupe que l'on cesserait de considérer comme un poids, mais plutôt comme un atout. Et cela serait particulièrement utile pour la France, et cela pour 2 raisons. D'abord parce qu'on en a plein, et ensuite parce que nous les employons bien moins que tous nos voisins. Pour réduire le poids des inactifs, il n'y a pas de secret, il faut soit augmenter les actifs, soit faire passer les inactifs du côté des actifs. Alors on peut faire plus d'enfants, mais si vous avez un peu suivi le podcast, ou juste lu le titre du podcast, vous savez que ça n'est pas vraiment d'actualité. Reste l'immigration, cela serait une solution, mais c'est une solution contentieuse, politiquement compliquée. Et j'en parle dans un épisode à venir. L'autre solution, que les seniors travaillent plus longtemps. Ouais, je vous entends penser. Vous croyez que je suis en train de prendre position sur la querelle des retraites. Vous sortez les fourches. Il y a 1 an, j'aurais été terrorisé à l'idée de donner mon avis sur l'âge de la retraite. Je pensais alors, comme Michael Jordan, que même les républicains achètent des baskets. Entendez par là que quel serait son intérêt, quel serait mon intérêt, à froisser la moitié de nos fanbases en prenant une position clivante. Et oui, je me compare à Michael Jordan. Sauf que je vous prépare un épisode sur l'immigration et un autre épisode sur le cas curieux d'Israël. Alors clairement, la peur de dire une connerie ne me retient pas. Alors voilà ce que je pense. Et je vous préviens, ce que je vais vous dire est grosso modo juste et pour part original.
Mais ce qui est original n'est pas nécessairement juste, et ce qui est juste n'est pas original. C'est parti. La retraite à 60 ans de François Mitterrand était une conquête sociale, dans un monde où le travail était souvent plus pénible qu'aujourd'hui et où les retraités étaient plus pauvres que les actifs. On y vivait en moyenne 9 ans de moins qu'aujourd'hui aussi. Quand Mitterrand a été élu en 1981, j'ai voulu aller danser à la Bastille avec le peuple de gauche. Non, a dit ma mère. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour qu'à 60 ans ou 64 ans, on s'arrête de travailler pour être un poids pour des actifs au demeurant moins nombreux qu'avant, en proportion. Donc oui, je suis pour l'allongement de l'âge du départ à la retraite. Mais pas hors contexte, pas comme ça. Je pense que la revendication principale des manifestants est une demande d'équité. De vivre dans un monde où les plus riches payent les impôts décents, où police et justice traitent chacun de manière égalitaire, où la transition écologique n'est pas un slogan mais une politique. Aujourd'hui, la France est un des rares pays où les plus de 65 ans sont plus riches que la moyenne. Et chaque année, on se bat pour améliorer leur situation. Je vous avais prévenu, ni original, ni vraiment pertinent, mais c'est vous qui avez demandé. La bonne nouvelle pour la France, c'est qu'elle dispose d'un immense réservoir de seniors à employer. En France, seuls 4% des plus de 65 ans travaillent, contre le double en Allemagne, 6 fois plus au Japon, 10 fois plus en Corée. La mauvaise nouvelle, c'est que les entreprises se méfient des seniors. Et en France, pour les entreprises, passé 45 ans, vous êtes un senior. Alors, plus de 45 ans, atout ou fardeau pour les entreprises ? C'est pas très clair. Il est vrai que les vieux dont je fais ici partie sont moins innovants que les jeunes. Nous, les vieux, aurions une intelligence cristallisée, moi j'appelle ça de la sagesse, à l'opposé de l'intelligence fluide pour des plus jeunes. Cette dernière étant plus propice à l'innovation, une composante importante du progrès économique. Et selon une étude de 2021, 40 ans serait l'âge où l'on passe de l'une à l'autre. Pourtant, un récent papier de l'OCDE souligne le paradoxe de l'âge et suggère que les vieux travaillent en moyenne un peu mieux que les jeunes, et surtout, beaucoup mieux que ce que l'on croit. C'est un peu comme si la société avait compris que vieux signifie plutôt 80 que 60 ans, mais que les entreprises avaient encore un train de retard. Il s'agit donc de changer notre regard, et surtout le leur. En France, nos foules âgées ne travaillent pas, et les plus vieux sont plus riches que la moyenne, et les jeunes plus pauvres. Au Japon, c'est le contraire. Mais ne pensez pas que je fais la promotion de leur système. Au Japon, les anciens sont nombreux à vivre sous le seuil de pauvreté. Et cela ne va pas s'arranger puisque de moins en moins d'entre eux auront des enfants et des petits-enfants pour s'occuper d'eux. Et puis il y a un problème supplémentaire, propre au Japon. La culture japonaise considère que c'est inapproprié, humiliant même, de demander de l'aide. Cela m'avait frappé. Au Japon, on ne vous tient pas la porte. Pour un peuple que l'on dit poli, c'est surprenant. De même, si une personne âgée renverse son sac, personne ne l'aide. Personne ne lui pique son sac non plus. Pourquoi ? Pas par impolitesse, comme j'ai d'abord cru, mais parce qu'à l'aider, vous la rendrez redevable. Vous créeriez une obligation, et cela ne se fait pas. Donc les plus vulnérables, les plus solitaires, s'enferment dans une prison de misère et de solitude, d'où les 30 000 kodokushi dont je vous parlais. En plus, j'ai lu que la condition des vieux au Japon est telle que certains commettent des crimes juste pour être mis en prison, pour être nourris et soignés. Donc vraiment, non, je ne vante pas les mérites du système japonais. Mais en France, les plus âgés bénéficient d'un contrat social à leur avantage et au détriment de la jeunesse. Cela sera d'ailleurs le thème de mon prochain épisode où je rencontrerai Maxime Sbehi, auteur d'un livre intitulé « Le grand vieillissement ». Aujourd'hui, on le sait, ce sont les vieux qui ont le pouvoir et ça ne va pas s'arranger. Pensez à la belle élection qui nous attend en 2024 aux États-Unis, opposant deux perdreaux de l'année, Trump, 78 ans, et Biden, 82. Les vieux sont plus riches et politiquement mieux représentés. Pourtant, aucun d'entre nous est pressé d'y être. C'est encore loin ? Demande l'enfant en moi, et je réponds entre mes dents, j'espère. Mais il y a une étude qui me donne de l'espoir. Elle mesure le bonheur à travers les âges et suggère qu'au fil de la vie, le bonheur suit une courbe en U. On part de haut dans l'enfance, puis on descend jusqu'au plancher, 50-55 ans, avant de remonter. Et selon cette courbe, c'est à 80 ans passés que nous sommes le plus heureux. Moi qui suis pile à l'étiage, j'y crois à fond. J'ai décidé d'y croire. Qu'il s'agisse d'une seule étude de 2010 menée aux États-Unis, ne tempère pas mon enthousiasme, ne douche pas ma ferveur. Dieu sait que je ne crois pas en Dieu, mais je crois en cette étude.
Et si la vieillesse m'attend, je veux l'accueillir moins comme un naufrage que comme un privilège. Permettez-moi de vous raconter quelque chose de personnel. J'ai perdu mon père à 23 ans. Pardon, je me suis mal exprimé. C'est mon père qui avait 23 ans le jour de sa mort. Moi, vous vous en doutez, j'étais beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, j'ai plus de 2 fois son âge. J'aurai, c'est fort probable, 3 fois son âge. Je touche du bois quand même. Et peut-être même 4 fois son âge, soit 92 ans pour les nuls en maths. Et à chaque anniversaire, je ressens le privilège qu'est le mien de vivre toutes ces expériences et émotions. Et à chaque anniversaire, je mesure aussi la valeur de ce qui lui a été volé. L'alternative à la vieillesse n'est pas la jeunesse, c'est la mort. Sauf si vous êtes Brad Pitt. Et à ce titre, je voudrais vous quitter avec une gueulante. Ça suffit, monsieur Brad Pitt. Comment voulez-vous que des millions d'hommes mûrissent et non pas vieillissent ? Car c'est bien connu, les hommes, c'est comme le bon vin. Si vous vous pavanez en permanence à moitié à poil, il est temps de rentrer à la maison et de plus sortir. C'est plus la peine. Jamais. Merci. C'est la fin de cet épisode. Suivez-moi dans cette histoire d'un monde sans enfants. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des étoiles. Surtout des étoiles, moi j'aime beaucoup. C'est super, ça aide. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Et si ça vous a pas plu, partagez-le quand même avec des gens que vous n'aimez pas. Et surtout avec Brad Pitt.